Hello, nous c'est Léa et Pauline, passionnées de tech. Aujourd'hui, on remonte le temps avec un nouveau format d'Erreur 404. On part à la rencontre de celles et ceux que l'histoire de la tech a oubliés. Pendant quelques épisodes, laissez-vous emporter pour découvrir des trajectoires méconnues qui ont pourtant façonné le monde d'aujourd'hui. Vous écoutez un nouvel épisode d'Erreur 404 en noir et blanc. Bonne écoute! Pauline, tu te souviens, au début quand on a commencé ce projet, moi je m'attendais à des noms, des dates, des équations. Mais pas à ça, pas à elles, pas à leur voix. Et moi, je me disais qu'on allait parler de science. Mais en fait, on a parlé de vie, de combat, de ces femmes qui ont dû se battre pour exister. Pas seulement dans les livres, mais dans la mémoire collective. J'ai passé des mois à fouiller les archives, Pauline, à déchiffrer tes lettres scannées, des articles, à tenter de plonger à ma toute petite échelle dans l'histoire des sciences. Et puis, il y a eu ce moment, tu sais, quand j'ai entendu la voix de Lise Meitner. Pas sur le papier, pas dans un livre, mais vraiment entendue, grâce à Nina, l'actrice de la compagnie À Contre-Nuit, qui a incarné ce personnage. C'était comme si Lise Meitner avait pris vie, comme si elle avait été là, devant moi. Ça m'a fait un peu bizarre. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait de voir à quel point elle n'était jamais seule. Que ce soit porté par le tempérament latin qu'elle avait apprécié à Paris par Rosalind Franklin, Steptoe et Edwards pour Jean Purdy, Pierre Curie pour Marie. C'est ça qui m'a donné envie de créer cette ambiance, ces silences entre les mots, ces musiques qui rappellent qu'elles étaient humaines avant d'être des figures. J'espère que ce format aura parlé à celles et ceux qui nous écoutent. Ma plus grande fierté, c'est qu'on a essayé d'être nuancé. Cela a pris du temps, mais c'était important. Dans un monde où tout va si vite, où on zappe d'un sujet à l'autre, j'espère qu'on aura donné envie à nos auditeurs et auditrices de s'arrêter, de creuser. Pas juste pour retenir des noms, mais pour comprendre que l'histoire, c'est une tapisserie de vie, pas un seul fil doré qu'on suit sans regarder le reste. Et c'est pour ça que ce dernier épisode, il est spécial. Parce que le débat, lui, il n'est pas clos. Mileva Maric, la première femme d'Einstein. Elle passionne, elle divise. On va plonger là-dedans, avec tout ce qu'on a appris sur les sciences de l'histoire, avec les lettres, les archives, les témoignages, et surtout, avec toutes les questions qu'elle soulève encore aujourd'hui. Et puis, je dis pas non pour être de nouveau transportée par un nouveau talent de la compagnie À Contre-Nuit. Et on va se demander, est-ce qu'il y a un peu de Mileva Maric dans l'une des équations les plus célèbres de l'histoire ? Je suis née le 19 décembre 1875, à Titel, dans une famille serbe aisée, sous domination austro-hongroise. Mon père, Milos, ancien militaire, et ma mère, Maria, ont eu 3 enfants. Moi l'aîné, puis Zorka et Milos Junior. Dès mon plus jeune âge, je suis fascinée par les chiffres, les équations. Mon père le remarque très tôt. Une époque où peu de filles allaient à l'école. Pourtant, Mileva se distingue déjà par son esprit vif et sa soif d'apprendre. À 11 ans, je commence à étudier à l'école pour filles de noviciade. À 12 ans, j'intègre le Gymnasium de Mitrovica. C'est un lieu équipé de laboratoires de chimie et de physique au sein de laquelle je me suis passionnée pour les sciences. J'irai jusqu'à la dernière année d'études autorisée aux jeunes filles à l'époque. Ces résultats sont exceptionnels. Mileva n'est pas seulement bonne, elle est la meilleure de sa promotion. En 1891, grâce à l'intervention de mon père, j'obtiens une permission spéciale pour intégrer l'école royale d'Agram.
Les cours de physique sont seulement autorisés aux garçons à l'époque. Je suis une exception académique. Ses camarades la décrivent comme une jeune fille déterminée, calme et très silencieuse. Une personnalité complètement opposée à l'esprit libre d'Einstein, qui, au même âge, poursuit ses études en Suisse, fuyant le rigorisme formalisé des écoles allemandes. Je me demande si je me marierai jamais. Je crois qu'une femme peut faire carrière comme un homme. En 1896, j'intègre l'école polytechnique fédérale de Zurich. J'ai 21 ans et je suis la seule femme de ma promotion en mathématiques et en physique. Cette école n'a pas été choisie par hasard. Elle est l'une des rares universités germanophones à accepter les femmes. 4 femmes y ont étudié avant Mileva. J'ai une mission. Apprendre, comprendre et exceller. Et c'est dans ce contexte qu'elle a rencontré celui qui allait changer le cours de sa vie. Je l'ai rencontré en classe de travaux pratiques. Il s'appelle Albert Einstein, il a 17 ans. Il est désorganisé, rêveur, mais brillant. En 1897, je pars étudier à Heidelberg. J'y suis les cours de Lennard. J'étudie la théorie des nombres, la mécanique analytique, les mathématiques appliquées à la physique. Je ne reste que 6 mois en Allemagne. Zurich me rappelle enfin, surtout Albert. En 1896, j'intègre l'Institut Polytechnique de Zurich en section physique et mathématiques avec 3 autres étudiants, Marcel Grossmann, Louis Kohlross et Jacob Erath. Et lui, Albert. 5 étudiants en tout, 4 hommes et Mileva, la seule femme. Ils deviennent vite inséparables, étudiant sans cesse ensemble. Albert n'assiste qu'à quelques cours, il préfère étudier par lui-même. Moi, je suis méthodique, organisée. Je l'aide à canaliser son énergie, à guider ses lectures. Leurs lettres, échangées entre 1899 et 1903, pendant les congés scolaires, révèlent cette complémentarité. En août 1899, Albert écrit à Mileva. Quand j'ai lu Helmholtz pour la première fois, il me semblait tout à fait inconcevable que tu ne sois pas à mes côtés et aujourd'hui, ça ne s'améliore pas. Je trouve le travail que nous faisons en commun très bon, curatif et aussi moins ardu. Le 2 octobre 1899, il lui écrit de Milan. Le climat ici ne me convient pas du tout. Un certain travail me manquant, je me laisse aller à ruminer des idées noires. Bref, je vois et je sens que votre bienfaisance férule ne plane plus au-dessus de moi pour m'empêcher de divaguer. Nous avions des résultats similaires. 4.7 pour moi, 4.6 pour lui. Sauf en physique appliquée où j'obtiens la note maximale de 5 contre 1 pour Albert. Je loge dans une pension pour jeunes femmes où je rencontre mes amies Hélène Koffler-Savic et Milana Bota. Toutes deux peuvent témoigner de la présence constante d'Albert chez moi. Il aime venir emprunter mes livres, même en mon absence. Notre relation a rapidement dépassé le cadre de la collaboration scientifique. À la fin de leurs études en 1900, les 4 étudiants masculins obtiennent leur diplôme. Mileva, elle, échoue à l'oral. La famille d'Albert s'oppose fortement à notre relation. Sa mère dit à Albert « Quand tu auras 30 ans, elle sera déjà une vieille sorcière !» Nous avons seulement 4 ans d'écart. Albert m'explique que selon ses parents, je ne peux pas entrer dans une famille convenable. Mileva n'est ni juive ni allemande. Elle boite à cause d'une coxalgie, jugée trop intellectuelle aux yeux de sa belle-mère, sans compter les préjugés contre les étrangers. Nous vivons des moments merveilleux à Zurich, des randonnées dans les Alpes suisses entre amis, des heures d'études et de discussions scientifiques. Notre passion pour la musique, moi à la tambourika ou à la voix, Albert au violon. Nous commençons notre travail de thèse en octobre 1900. Les 3 autres étudiants se voient tous offrir des postes d'assistants à l'Institut, mais pas Albert. Cela ne fait rien. Nous continuerons à donner des leçons privées, à vivre et à travailler comme avant. Nous avons trouvé l'un en l'autre notre alter ego, partageant les passions les plus chères à nos yeux, la musique et la science. En septembre 1900, Albert écrit « Comme je me réjouis à l'avance de notre nouveau travail conjoint. Tu dois maintenant continuer avec ton investigation.
Comme je serai fière lorsque j'aurai un docteur comme compagne, alors que je serai juste un homme ordinaire. Le 13 décembre 1900, Albert publie un article sur la capillarité. Cette publication questionne, comme elle est associée au pronom « nous » dans leur correspondance. Est-ce qu'il s'agissait uniquement des travaux d'Einstein ? Mileva voulait-elle qu'il publie en son nom seul pour qu'il puisse obtenir un poste et l'épouser ? Dord Christ a étudié cette période et suggère qu'une publication co-signée avec une femme aurait pu réduire son impact à l'époque, notamment à cause des préjugés sexistes. Qu'est-ce que signifie cette omniprésence du « nous », « nos », « notre » dans les lettres de leur correspondance ? Le 27 mars 1901, Albert écrit « Comme je serai heureux et fier quand nous aurons tous les deux ensemble mené notre travail sur le mouvement relatif à une conclusion victorieuse. Est-ce que dans le « nous » se cache-t-il seulement le soutien ? Notre destin a basculé après une escapade au lac de Côme. Albert, je suis enceinte. Albert refuse de reconnaître l'enfant. Je passe une dernière fois l'examen oral pour l'obtention de mon diplôme en juillet 1901. Sans succès. Mileva est enceinte et n'est pas mariée. À l'époque, c'est une situation très compliquée pour une jeune femme. Forcée d'abandonner ses études, elle retourne en Serbie. Elle tente de persuader Albert de l'épouser, par un bref retour à Zurich, en vain. Elle donne naissance à une petite fille, Liz Earle, en janvier 1902. Je l'aimais déjà, avant même de la connaître. Albert refusait toujours de m'épouser. Son père insistait pour qu'il trouve un emploi. Sa mère ne voulait pas de moi. On découvrira l'existence de leur petite fille Liz Earle en 1980, lors de la publication de leur correspondance entre Mileva et Einstein. Aucun acte de naissance ou de décès n'a été retrouvé. Certains historiens suggèrent un abandon, une mort précoce. Je ne veux pas en parler. Pendant ce temps, Albert a obtenu un poste à l'Office des brevets à Berne. Il a débuté en juin 1902. Moi, je commence une thèse en 1905 et écris un livre sur les nardes, dont j'avais suivi les cours à Heidelberg. « 1901. Cette année-là, tout change. Nous sommes deux êtres obsédés par les mêmes questions. L'espace, le temps, la vitesse de la lumière. J'adore nos discussions de science. » Mileva et Albert se marient en 1903. Leur fils Hans Albert naît en 1904. Pendant ces années, Mileva ne finit jamais sa thèse, mais travaille sans relâche avec Albert. Nous sommes très occupés. Moi avec les enfants, Albert avec son poste à l'Office des brevets. Nous nous retrouvons le soir autour de notre passion pour la science. Le frère de Mileva, Milos Junior, a témoigné des soirées du couple Einstein, des soirées d'études. Il décrivait comment, dans le silence de la nuit, ils calculaient, écrivaient, lisaient et débattaient ensemble. Ils se retrouvaient à la table de la cuisine. Une lampe à kérosène, des équations, des débats sans fin. 1905, quelle année miraculeuse pour Albert. Je suis si fière de lui. Il a publié 5 articles révolutionnaires, un sur l'effet photoélectrique, 2 sur le mouvement brownien, 1 sur la relativité restreinte et 1 comportant la célèbre équation E égale mc au carré. Il a soumis des commentaires sur 21 articles scientifiques contre rémunération, de même que sa thèse sur les dimensions des molécules. Albert a déclaré plus tard que la relativité avait été sa vie pendant 7 ans. Peter Michael Moore, un de ses biographes, a écrit qu'après avoir passé 5 semaines à compléter l'article sur la relativité restreinte, Albert passa 2 semaines au lit, pendant que Mileva relisait inlassablement l'article avant de le poster. Cela n'enlève pour autant rien au génie d'Einstein. La relation d'Albert et Mileva s'est construite autour des sciences. Ils ne pouvaient pas ne pas en parler. Nous sommes une équipe. Dans ses carnets, Albert a écrit « J'ai besoin de ma femme. Elle résout pour moi tous mes problèmes mathématiques. » Nous avons construit ensemble un voltmètre ultra sensible avec Konrad Abicht. Quand ce dernier m'a demandé pourquoi je n'y avais pas mis mon nom, j'ai répondu « Pourquoi ? Nous deux ne sommes qu'une seule pierre. » La reconnaissance est venue en 1908. Albert est invité à donner des cours non rémunérés à Berne, puis on lui offre un premier poste académique à Zurich en 1909.
Albert donne son premier cours à partir de notes écrites de la main de Mileva. 8 pages de ses premières notes de cours sont de son écriture, tout comme une lettre de 1910 en réponse à Max Planck sur une discussion scientifique. Pour autant, pouvons-nous considérer cette écriture manuscrite comme preuve ? Mileva était-elle l'assistante de son mari ? Quelle est sa contribution dans ce travail scientifique ? Albert est perçu comme le meilleur physicien de langue allemande et on le couvre d'honneur. Je suis très heureuse pour lui. Je suis très heureuse pour son succès parce qu'il le mérite pleinement. Je souhaite simplement et espère que la gloire n'aura pas d'effet adverse sur son humanité. Avec toute cette gloire, il a peu de temps pour sa femme. Et j'écris à mon amie Hélène. Que peut-on faire avec la notoriété ? Une personne reçoit la perle, l'autre la coquille. En 1910, leur deuxième fils, Edward, est né. Mais les choses ont commencé à changer. En 1912, Albert a commencé une relation avec sa cousine Elsa, qu'il avait vue lors d'une visite à sa famille qui avait déménagé à Berlin. Jusqu'en 1911, il m'envoyait encore des cartes postales affectueuses. Mais maintenant, c'est différent. « 1912, tout a commencé à se briser cette année. Il est de plus en plus absent, il change de travail entre Prague et Berlin. En juillet 1914, Albert adresse par courrier une série de conditions à Mileva pour poursuivre leur couple. A. Tu veilleras à ce que, petit 1, mes vêtements et mon linge soient maintenus en ordre. Petit 2, que je reçoive 3 repas réguliers par jour dans ma chambre. B. Tu renonceras à toute relation personnelle avec moi, sauf lorsque cela sera nécessaire pour sauver les apparences sociales. Et tu ne t'attendras à aucune marque d'affection de ma part. Tu devras quitter ma chambre ou mon bureau immédiatement, sans protester, dès que je le demanderai. En 1914, pour se rapprocher de sa cousine Elsa, Albert Einstein déménage à Berlin. La guerre approche. Plus tard, on retrouvera dans les lettres d'Albert Einstein à Elsa des plaintes comme la suivante. « Je traite ma femme comme une employée que je ne peux congédier. » 5 ans. 5 longues années de procédure de divorce. 5 ans à voir notre famille se déchirer. Hans a seulement 10 ans quand tout commence. Il a vu son père devenir une célébrité et sa mère sombrer dans la détresse. Je ne veux pas céder si facilement, j'ai nos 2 enfants à charge. Je me retrouve sans ressources du jour au lendemain. Albert maîtrise mieux les interactions de la physique que les interactions humaines. Il vient à Zurich me demander d'ater le divorce pour ne pas importuner les filles de sa cousine Elsa qui souffrent de la réputation de leur mère. Dès lors, dans le cadre du divorce, ils ne se parlent plus que par personne interposée. Michel Bessot pour Mileva, Fritz Haber pour Einstein. Mileva plonge dans une dépression qu'on prend d'abord pour de la tuberculose. Michel Bessot demande à Albert de renoncer au divorce. C'est une question de vie ou de mort. Einstein est lui aussi pris de maux de ventre terribles, un ulcère qui durera 2 ans. Elsa s'occupera de lui et de son alimentation. C'est en 1919 que nous trouvons un accord. C'est Fritz Haber qui propose le gage du prix Nobel qu'Albert n'a pas encore gagné. Ce n'est qu'une question de temps. Certains critiquent ce dédommagement, mais je n'ai pas le choix. Avec l'argent du Nobel, j'achèterai 2 petits immeubles avec l'accord d'Albert. Les loyers paieraient les soins d'Edward. Mon fils, notre fils, il est malade. En 1922, quand Albert reçoit le prix Nobel pour l'effet photoélectrique, il remet la totalité de la somme à Mileva,
comme prévu dans l'accord du divorce. Edward séjourne au sanatorium. Encore. La schizophrénie le ronge, comme elle a rongé ma sœur Zorka avant lui. Je le reprends chez moi entre les internements, mais ces crises me terrassent. Je donne des cours de mathématiques et de piano pour payer les factures. Les pensions d'Albert ne suffisent plus. Des gammes, des équations, des heures qui s'étirent. Pendant ce temps, Hans a grandi. Les immeubles achetés sont rapidement perdus. Les dépenses médicales d'Edward engloutissent tout. En 1925, j'envisage d'écrire mes mémoires. La réponse d'Albert fut cinglante. Mais tu m'as vraiment fait rire quand tu as commencé à me menacer de tes mémoires. T'est-il jamais venu à l'esprit, ne serait-ce qu'une seconde, que personne ne prêterait la moindre attention à tes salades, si l'homme dont tu parles n'avait pas accompli quelque chose d'important ? Quand une personne est quelqu'un de complètement insignifiant, il n'y a rien d'autre à dire à cette personne que de rester modeste et de se taire. C'est ce que je te conseille de faire. Mileva espérait-elle obtenir quelques droits d'auteur ou justifier la réception de la somme associée au prix Nobel ? Albert craignait-il qu'un secret y soit dévoilé ou qu'un ouvrage lié à la vie privée de l'homme qu'il était soit interprété entre de mauvaises mains ? Mis à part quelques disputes liées au retard de paiement, leurs relations se sont apaisées après le divorce. 1929. Milana Bota déclare à un journal serbe que je pourrais parler de ma contribution à la relativité. Le 13 juin, j'écris à mon amie Hélène. De telles publications dans les journaux ne correspondent pas du tout à ma nature, mais je crois que cela a fait plaisir à Milana et qu'elle a probablement pensé que cela me ferait plaisir aussi et que, d'une certaine façon, cela m'aiderait à obtenir certains droits vis-à-vis d'Einstein aux yeux du public. Elle m'a écrit en ce sens, et je l'accepte ainsi. Autrement, tout cela n'aurait pas beaucoup de sens. 1948. Seul Edward était encore là, dans ma tête. Hans était parti en 1938 pour les États-Unis. Nos relations s'étaient distendues. Albert a eu sa gloire et s'est exilé en 1933 aux États-Unis. Moi, j'ai eu nos enfants, leur maladie. Et il y a eu ce silence. Mon silence qui me caractérise si bien. Les lettres entre Albert Einstein et Mileva Maric ont été découvertes à la fin des années 1950. Mais les exécutants testamentaires d'Albert les ont gardées secrètes pendant des décennies. Ce n'est que dans les années 1980 qu'elles ont enfin été publiées. Le 27 mars 1901, Albert m'écrivait « Comme je serai heureux et fier quand nous aurons tous les deux ensemble mené notre travail sur le mouvement relatif à une conclusion victorieuse. » Ces lettres ont tout changé. Elles ont montré cette passion entre deux étudiants inséparables, tombés amoureux en potassant ensemble les équations d'Helmholtz. L'utilisation de « notre travail », du pronom « nous », de « nos équations », pour moi ne fait pas de doute. Albert Einstein travaillait avec Mileva Maric, devenu Einstein. Certains historiens expliquent que nous lisons ces mots avec nos yeux du XXIe siècle. La pression du publish or perish qu'on connaît aujourd'hui n'était pas la même auparavant. À l'époque, la collaboration scientifique entre époux n'avait pas la même résonance. Un soutien ou une aide d'un tiers ne se soldait pas toujours en publication coécrite. Les biographes s'interrogent encore. Entre témoignages, lettres et examen des publications, il est difficile de discriminer hypothèse et vérité. Faute de preuves définitives, le débat reste ouvert. Les découvertes d'Albert parlent pour lui. Il était un génie. Mais dire que l'abandon de la science prouve qu'elle n'était pas douée. J'ai relu ses papiers, corrigé ses calculs, discuté ses théories.
Si je n'ai pas écrit après notre séparation, c'est que la vie m'en a empêché. Pas que je n'en étais pas capable. Les philosophes qui croient marquer un point en disant « elle n'a rien écrit après » me font sourire. Avec 2 enfants à charge, dans une époque où faire des sciences pour une femme relevait de l'exception, ce n'est pas l'argument qui me convaincra, loin de là. Le débat est encore très actif. Si on ne peut pas dire qu'elle a subi l'effet Mathilda, on peut, avec de manière certaine, parler de l'effet Mathieu, comme l'a défini le sociologue Merton. Les grands hommes sont reconnus au détriment de ceux qui les ont aidés. Sans Mileva, Albert serait-il devenu Einstein ? Mileva, c'est une femme qui s'est battue pour étudier ce qu'elle voulait, dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Une femme avec un handicap physique qui a épousé l'homme qu'elle aimait malgré les mauvais présages de sa future belle-mère. Une femme qui s'est battue pour son fils, Edward, porteur de schizophrénie jusqu'à son dernier souffle. Une femme qui a cru en la science, en l'amour, en la famille. Léa, est-ce que tu penses qu'il y a un peu de Mileva dans E = MC2 ? Peut-être pas dans l'équation elle-même, mais dans l'histoire qui l'a rendue possible. Dans les nuits passées à travailler ensemble, dans les discussions, dans les doutes partagés ? Alors oui, il y a un peu de Mileva, beaucoup de Mileva dans cette équation. Parce qu'une équation, c'est aussi une histoire, et j'ai envie d'y croire, n'en déplaise à quelques historiens des sciences. C'est un épisode si différent des autres. Oui, mais je crois que c'est le plus beau, celui qui montre la complexité d'une potentielle réhabilitation. Et qu'elle soit véridique ou non, un épisode qui raconte l'histoire complète, plutôt que le mythe. C'est déjà la fin de cet épisode d'Erreur 404 en noir et blanc. On espère que cela vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'inspirant. Nous remercions chaleureusement la compagnie À Contre-Nuit pour leur interprétation des grandes figures mises en lumière dans ce format. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en laissant un commentaire, en mettant 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute et en partageant autour de vous. Pour prolonger la discussion, vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, TikTok ou LinkedIn sous le nom Erreur 404 Podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux et curieuses et souvenez-vous, plus on sait, plus on est capable d'apprendre. À bientôt sur Erreur 404.